votre nom d'accueillir M. Jean-Louis Nadal, procureur général pour la Cour de cassation, qui est notre dernier invité pour cette matinée d'audition. L'habitude a été prise de proposer à chacun de nos invités d'intervenir sur le projet d'avision, ce que je vous propose de faire. Ensuite, je pense qu'il y aura quelques questions qui vous seront adressées. Donc je vous cède bien volontiers la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'avoir prévu de procéder à mon audition pour connaître mon opinion sur le projet de loi portant révision de la Constitution. Je réserverai mes propos aux dispositions concernant l'institution judiciaire et plus particulièrement le Conseil supérieur de la magistrature. Je dirai également quelques mots du contrôle de constitutionnalité et j'évoquerai uniquement, si vous le souhaitez, les dispositions également relatives aux droits de grâce et me limiterai pour l'immédiat, je vous rentrerai dans le détail s'il le faut, à préciser qu'elles appellent dans l'ensemble mon entière approbation. Alors d'abord sur le Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que, Mesdames, Messieurs, utile de rappeler devant vous ce que représente cet organe. Sinon, pour souligner la place déterminante qu'il occupe dans le paysage judiciaire institutionnel, en termes de réflexion sur la justice, en termes de nomination aux différents emplois de la magistrature, en termes enfin de discipline et de déontologie. Au terme de l'article 64 de la Constitution, le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et à cette fin il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Le comité Balladur avait proposé d'abroger les dispositions relatives à cette assistance du Président de la République par le CSM. Je suis pour ma part reconnaissant au gouvernement de ne pas avoir suivi sur ce point le rapport, par ailleurs excellent, du comité Balladur. Ce rôle d'assistance du Président de la République, consacré par la Constitution, légitime en effet les avis que le Conseil supérieur peut être conduit à donner au chef de l'État. Le plus souvent à sa demande, parfois d'initiative, sur les questions toujours délicates concernant l'administration de la justice. En effet, en ce domaine, les sujets examinés se posent souvent en véritable question de société, car ils renvoient à la conception que l'on peut ou que l'on doit avoir de la justice. Je crois donc qu'il est bon de conserver cette possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 64 de la Constitution. Et encore une fois, je considère comme très positif que le projet ne contienne pas de dispositions visant à abroger ce rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Mais j'ai surtout prévu de parler de ce que contient le projet et j'aborderai successivement la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son rôle et sa présidence, question qui présente d'ailleurs des liens d'interdépendance. Sur la composition d'abord, ce sujet appelle deux interrogations. D'une part, le CSM doit-il être ou non être majoritairement composé de magistrats? D'autre part, parmi quelles personnes peuvent être désignés ses membres? Je m'exprimerai d'abord sur la majorité au sein du CSM. Ma conviction reste qu'il est bon que le CSM ne soit pas majoritairement composé de magistrats. Je sais que ce point de vue heurte nombre de mes collègues, mais leurs objections, que je connais bien, ne sont pas de nature à me faire changer d'avis. En substance, il est principalement soutenu que les partisans d'une majorité de magistrats au sein du CSM, par eux, que toute administration des carrières ou de la discipline des magistrats par des non-magistrats serait une atteinte à l'indépendance de la justice. À cette objection, je vois deux réponses à mes yeux également convaincantes. D'une part, il me semble que si l'indépendance de la justice est un impératif élémentaire dont la protection est une nécessité absolue, l'autonomie à laquelle risquerait de conduire l'administration des juges par les juges paraît en revanche ne pas être compatible avec les attentes de nos concitoyens au nom de qui la justice est rendue.
républicaine, la justice doit être indépendante. Mais peut-elle être autonome? Il me semble que la justice n'est pas confinée dans une bulle stérilisée flottant au-dessus des institutions, mais qu'elle en fait partie et qu'il faut bien sûr prendre garde à toute ingérence illégitime. Ce serait une erreur de priver le corps social de toute possibilité d'agir sur le fonctionnement de la justice rendu au nom du peuple français. L'un des moyens d'empêcher la justice de fonctionner de manière autarcique est justement de conférer la majorité du CSM à des non-magistrats. Je parle bien évidemment de fonctionnement et non du contenu des décisions qui doit rester entre les mains des seuls juges. J'observe d'ailleurs que tel est le cas en matière de justice administrative, puisque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs, le CSTA, réunit une majorité qui n'appartient pas aux tribunaux administratifs ou aux cours administratifs d'appel, s'agissant de personnalités extérieures ou de membres du Conseil d'État dont la carrière n'est pas régie par le CSTA. D'autre part, il me semble que nous ne pouvons faire comme si la justice n'était pas fortement critiquée en France. Je suis, pour ce qui me concerne, convaincu que nombre de reproches sont très exagérés et reposent sur une vision grossissante de quelques dysfonctionnements, certes majeurs, mais heureusement rares. Il reste que dans ce climat de défiance et de discrédit, toute analyse sur la justice venant des seuls magistrats est taxée de souffrir de ce fameux corporatisme qui fait tant de mal à la profession. Si la perte de la majorité au CSM est le prix à payer pour l'abandon de ce soupçon, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ma religion n'a donc pas changé sur ce point. Le projet examiné par votre commission mérite, à mon point de vue, d'être approuvé, en ce qu'il prévoit que les magistrats n'auront plus la majorité au sein du CSM. J'en viens à la seconde partie de mon interrogation concernant la composition du CSM, et j'examinerai elle-même en deux points. Je crois en effet que le projet appelle des observations d'une part sur ce que l'on désigne par l'entité CSM, et d'autre part sur les membres de cette entité. Ma première question porte plus précisément sur le point de savoir s'il existe, selon le projet, un ou deux Conseils supérieurs de la magistrature. En effet, si comme par le passé, le projet évoque le Conseil supérieur de la magistrature, il précise aussitôt qu'il existe une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une autre compétente à l'égard des magistrats du parquet, chacune présidée par les chefs respectifs de la Cour de cassation, avec cette nouveauté qu'il n'existe plus de présidence commune aux deux formations, comme cela revient actuellement au président de la République. La pratique a cependant montré tout l'intérêt pour le Conseil supérieur de la magistrature de se réunir en séance plénière, non seulement pour échanger sur des problématiques communes, en matière de déontologie tout particulièrement, mais aussi, pourquoi pas, en matière de critères de nomination, de choix de thèmes d'études, d'organisation des visites de juridiction, ou encore pour répondre à des demandes d'avis susceptibles de relever de logiques transversales intéressant le siège et le parquet. J'aurais donc trouvé justifié, je ne le cache pas, que le projet consacre par une disposition particulière l'existence de cette formation plénière, formation dont il conviendrait alors de désigner le président. J'aborderai cette question de la présidence de la formation plénière dans le développement que je voudrais consacrer plus loin à ce sujet particulier. Je ferai au préalable quelques commentaires sur la désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Là encore, mon propos contiendra deux séries d'observations. J'observe que le projet prévoit, d'une part, que les membres extérieurs seront désignés par les mêmes autorités, mais en plus grand nombre, c'est-à-dire deux membres au lieu d'un seul, désignés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. D'autre part, qu'un représentant de la profession d'avocat sera également désigné, ce qui me paraît tout à fait opportun. Il me semble que la nomination d'un membre de l'université aurait également pu se justifier, même s'il est vrai que l'une des personnalités qualifiées
est généralement un professeur d'université. Mais ce dernier est alors nommé selon un processus qui n'implique pas l'université et qui répond donc uniquement du bon vouloir de l'une des autorités de désignation. Je n'aurais pas vu d'inconvénient également pour ma part à ce qu'un représentant des facultés de droit soit désigné en tant que tel. J'observe par ailleurs qu'il est prévu que les personnalités extérieures du CSM seront désignées par application de la procédure prévue à l'article 13 modifié de la Constitution, c'est-à-dire après avis d'une commission constituée des membres des deux assemblées du Parlement. Cette mesure me paraît tout à fait appropriée, car de nature à favoriser la désignation de personnalités présentant une compétence en matière judiciaire. Je me demande même si pour le cas particulier des membres du Conseil supérieur de la magistrature, il ne serait pas opportun que la commission dont la création est prévue soit majoritairement, voire exclusivement, composée des membres des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'aborde maintenant le rôle du Conseil supérieur de la magistrature et j'insisterai sur les aspects nouveaux de ce rôle en matière de nomination. Je dirai également un mot de la discipline. En matière de nomination, la réforme porte sur un point très important. Elle prévoit, en abrogeant l'alinéa 7 de l'article 65 du texte actuel, que les procureurs généraux seront nommés comme les autres magistrats du ministère public sur proposition du ministre de la Justice après avis simple du Conseil supérieur de la magistrature. J'approuve, et je n'ai cessé de le proclamer au fil du temps judiciaire, j'approuve complètement cet alignement de la nomination des procureurs généraux sur celle des autres magistrats du parquet. Si leur nomination au Conseil des ministres s'est justifiée par le passé pour des motifs de positionnement institutionnel, il me semble que ce dispositif expose au contraire de nos jours le parquet aux reproches que l'on entend trop d'une politisation de la fonction. J'avais par ailleurs, pour ma part, évoqué devant le comité Balladur la possibilité pour le CSM parquet de proposer les nominations des procureurs généraux, comme cela se fait pour les premiers présidents. On comprend néanmoins parfaitement que l'exécutif estime devoir garder la main dans le choix des hauts magistrats qui, au ministère public, seront chargés de mettre en œuvre les politiques publiques décidées par le gouvernement. Je ne peux cependant m'empêcher de regretter que même dans ce cas, le projet n'ait pas envisagé un compromis consistant à instaurer un avis conforme du CSM pour la nomination des magistrats des parquets généraux et des parquets. En matière disciplinaire, il me semble qu'aucun changement n'est à signaler, si ce n'est cette autre réforme de très grande ampleur de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, il est prévu de permettre la saisine directe de ce Conseil par les justiciables, sous réserve de la mise en place des filtres appropriés. J'ai pour ma part toujours été partisan de ce dispositif, qui existe déjà en Italie et en Espagne, et que j'ai défendu devant le comité Balladur. Il me paraît en effet souhaitable que le CSM puisse recevoir les réclamations des particuliers. Je crois même s'ils sont rares, je crois que les comportements des magistrats qui choquent les justiciables, sans provoquer de réaction de la hiérarchie, font un mal considérable à l'institution. Le meilleur moyen d'y mettre un terme est alors, me semble-t-il, la saisine directe de l'instance disciplinaire. Cette observation en appelle d'ailleurs une autre sur les pouvoirs d'investigation du Conseil supérieur de la magistrature et sur ses rapports avec l'inspection générale des services judiciaires. Je crois, pour ma part, que l'inspection générale doit rester attachée à l'administration centrale, car le garde des Sceaux doit pouvoir disposer d'un service d'inspection. Pour autant, il me semble que le CSM pourrait avoir son propre service d'inspection pour l'accomplissement des missions le concernant directement. Mais c'est une autre question. Par ailleurs, toujours à propos de la discipline,
je me demande si l'occasion ne se présentait pas d'aligner le régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui du siège, c'est-à-dire de conférer au CSM parquet un pouvoir de sanction, plutôt que d'avis sur la sanction. En disant cela, je ne crois pas proposer d'amoindrir l'autorité du garde des Sceaux. Et il me semble en effet que ce nouveau dispositif pourrait au contraire décharger le garde des Sceaux de la responsabilité de prendre un acte administratif fondé sur l'avis du CSM, acte susceptible d'être attaqué devant le Conseil d'État. J'en viens maintenant à la présidence du CSM. Alors là, la question mérite examen sous deux aspects. La présidence des formations du siège et du parquet d'une part, celle de la formation plénière d'autre part. Je ferai d'abord quelques observations sur la présidence des formations, en précisant d'ores et déjà que l'économie du projet me paraît devoir être entièrement approuvée. Il est d'abord prévu que la présidence du Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus assurée par le président de la République, ni sa vice-présidence par le garde des Sceaux. Je pense que cette abrogation de l'alinéa 1er de l'article 64 de la Constitution est un élément très positif. Il y a en effet une certaine ambiguïté à voir l'exécutif à la fois dans le CSM, en qualité de membre, et en dehors de lui comme autorité de saisie. La disposition par laquelle il est maintenant prévu que le garde des Sceaux peut assister aux séances de formation du CSM, sauf en matière disciplinaire, me paraît à cet égard nettement plus satisfaisante. Certains contesteront peut-être le droit reconnu au garde des Sceaux de simplement assister aux séances du CSM. Je ne pense pas pour ma part qu'il y ait un réel problème. Il me semble normal que le dialogue s'instaure entre le CSM et le garde des Sceaux, qui a également un pouvoir de proposition en matière de nomination et qui a plus généralement en charge l'administration de la justice. Je me demande surtout si le garde des Sceaux ne réservera pas cette présence à des cas très exceptionnels, cette participation aux séances d'un organe qui ne préside pas et dans lequel il n'a pas de voix délibérative. Alors le projet confie au chef de la Cour de cassation la présidence des formations auxquelles ils appartiennent, ce qui était déjà le cas en matière disciplinaire. Constitue une nouveauté importante en matière de nomination. C'est en effet que les chefs de la Cour de cassation n'étaient même pas membres de la formation de nomination, ni par voie de conséquence de la formation plénière. Alors j'approuve pleinement cette partie du projet, non pas parce que je me trouve à la place de celui que le projet désigne pour recevoir la présidence de la formation compétente pour la nomination des magistrats du parquet, mais parce que je crois que cette mesure participe de l'équilibre que doit trouver le CSM nouvellement composé. D'une part, même indispensable à mes yeux, la perte de la majorité au sein du CSM n'est pas un élément neutre pour les magistrats. Si le CSM doit se caractériser par une plus grande prise en compte des préoccupations de nos concitoyens, il doit aussi, mes chers amis, de manière évidente, conserver une indiscutable légitimité auprès des magistrats eux-mêmes. Et il me semble que cette légitimité serait fortement entamée si le CSM, non composé majoritairement de magistrats, devait être présidé par un non-magistrat pour statuer sur les nominations ou sur la discipline. Je suis donc très fermement partisan de la présidence des formations du CSM par un magistrat. D'autre part, dès lors que le CSM doit être, si vous partagez cette analyse, présidé par un magistrat, je ne vois que les chefs de la plus haute juridiction pour assumer ce rôle. Comme pour la commission d'intégration et d'avancement, comme pour le conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. J'ai entendu que pour certains, le président magistrat ne devrait pas nécessairement être le premier président ou le procureur général de la Cour de cassation, mais un magistrat élu au sein du CSM. Il serait craint que les chefs de la Cour de cassation fassent par trop subir le poids de la hiérarchie à l'égard des autres membres du CSM.
Mes chers amis, quiconque a déjà siégé au CSM, et c'est mon cas en matière disciplinaire, sait que cette crainte est injustifiée. Je n'ai pas rencontré, je vous l'assure, la moindre inhibition hiérarchique. Mais au contraire, croyez-moi, une très grande liberté de parole que les magistrats conscients de leurs responsabilités ne manquent pas, soi-disant convaincus, de pratiquer. Et il me semble surtout que s'il fallait laisser la présidence du CSM à une personnalité élue, c'est alors, réfléchissez bien, c'est alors que se poserait la question de la légitimité en face des jeux d'appareil par lesquels l'influence d'une organisation syndicale se reconnaîtrait notamment à la présidence du CSM par l'un de ses membres. Il n'y aurait pas, à mon avis, de pire moyen de donner au CSM une image partisane et, contrairement au but recherché, corporatiste. Reste une dernière interrogation concernant la présidence de la formation plénière. J'ai dit tout l'intérêt de consacrer l'existence de la formation plénière. Ce serait aussi un moyen, soit dit incidemment, de mettre un terme à la discussion toujours recommencée sur l'unité du corps des magistrats. Sous l'empire des actuelles dispositions, l'existence de la formation plénière se déduit, entre autres, du fait qu'il existe un président et un vice-président communs aux deux formations, en la personne respectivement du président de la République et du garde des Sceaux. Dès lors que l'exécutif fait le choix raisonnable de ne plus présider le CSM, la question se pose d'une présidence commune aux deux formations, et je pense, pour les raisons que j'ai indiquées à propos de la présidence de chacune des formations, que le président de la formation plénière doit être un magistrat. Pour ces mêmes motifs, je pense encore que ce magistrat doit être le chef de la Cour de cassation, c'est-à-dire, en respectant la prééminence du siège, le premier président, le procureur général, serait donc, bien entendu, je vous comprends, le procureur général serait donc vice-président de la formation plénière. Je rappelle, mes chers amis, que la formation plénière peut être conduite à émettre des avis touchant à des problématiques générales ou transversales, sans se prononcer sur des sanctions ou des nominations individuelles. De sorte qu'il n'est pas incompatible que le vice-président d'un organe comprenant des magistrats du siège appartienne au ministère public, comme c'est le cas, je l'ai déjà dit, pour la commission d'avancement et d'intégration ou le conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. C'est donc, voilà les observations que je voulais faire s'agissant du CSM. Lorsque j'ai été joint pour venir ici, on m'a dit également que je pourrais dire un mot sur l'exception d'inconstitutionnalité et peut-être même sur le droit de grâce. Alors, sur le dispositif proposé pour le contrôle de constitutionnalité, j'indique immédiatement que le dispositif envisagé me paraît devoir être approuvé. Je vais vous dire pourquoi. Il est vrai qu'il existe aujourd'hui, soyons clairs, différentes techniques permettant au juge judiciaire d'exercer de manière détournée un contrôle de constitutionnalité. Il peut le faire au travers du contrôle de conventionnalité, qui lui permet de vérifier la compatibilité des dispositions législatives nationales avec les traités internationaux, dont un grand nombre aussi sont aussi des principes constitutionnels. Contrôle de conventionnalité, je raccourcis mon discours. Contrôle implicite de constitutionnalité au travail de l'interprétation conforme du juge judiciaire, notamment par la Cour de cassation. Contrôle indirect de constitutionnalité auquel peut se livrer la Cour de cassation, on l'oublie souvent, par la pratique des visas, des principes constitutionnels retenus à l'appui d'une cassation sans support textuel. Domaine important. Le juge pénal disposant également lui-même la faculté d'un contrôle indirect de constitutionnalité par le contrôle de la légalité des actes administratifs. Mais il n'en reste pas moins. Il reste même très large. Les moyens de contrôle indirect de constitutionnalité que je viens de rappeler ne recouvrent pas tout le champ du contrôle direct. Il me semble donc que le dispositif qui est envisagé
par le projet vient heureusement compléter l'existant. Et à cet égard, je crois satisfaisant le système de filtre envisagé, puisqu'il n'y aura ni saisine directe du juge constitutionnel par le justiciable, ni empiètement des juridictions judiciaires sur la compétence ce dernier, mais une saisine du Conseil dans des cas où la Cour de cassation l'estimerait nécessaire. Je crois donc, sur ce point, que le projet qui vous est soumis n'appelle pas de critique majeure. S'agissant, un dernier mot, du droit de grâce, je ne vais pas faire l'économie de quelques mots sur ce point, puisque son abrogation n'est pas envisagée, ce qui est heureux à mon sens. J'observe d'autre part qu'il est question d'un droit de grâce individuel, ce qui peut signifier qu'il ne devrait plus y avoir de grâce collective, encore que toute grâce est individuelle en ce qu'elle s'applique à une personne, quand bien même plusieurs individus peuvent se trouver dans la même situation. Sur les modalités d'exercice de ce droit, il me semble que toutes les options sont ouvertes. Il faut réfléchir. Actuellement, l'instruction d'un recours en grâce passe par de nombreux filtres. Le recours est instruit par le parquet de condamnation, le procureur général émet un avis sur le mérite du recours, le dossier est ensuite présenté au garde des Sceaux par le directeur des affaires criminelles et des grâces qui émet son propre avis. Le dossier est enfin transmis par le garde des Sceaux au président de la République, assorti d'un avis qui n'est pas nécessairement conforme à celui de la direction des affaires criminelles et des grâces, ce qui ne lie pas le président de la République. Si le chef de l'État estime devoir s'entourer d'avis complémentaires, je ne vois pas au nom de quel principe cette démarche pourrait être critiquée. Je n'ai donc aucune réserve sur l'article 6 du projet modifiant l'article 17 de la Constitution. Pour autant, et c'est important, je n'estime pas avoir de légitimité particulière quant à exprimer un avis sur la composition de cette commission. Il me semble que le chef de l'État doit être libre de désigner les personnes dont il voudrait solliciter l'avis quand il est saisi d'un recours en grâce. Je crois seulement que cette commission ne devrait pas être composée d'une seule institution. Elle pourrait, par exemple, être composée des membres de CSM magistrats et non magistrats, mais aussi des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et pour aller jusqu'au bout de ma pensée, je crois que les associations de victimes n'auraient pas leur place dans cette structure. Car aussi important que soient les droits des victimes, c'est véritablement placer les représentants des victimes dans un conflit de loyauté que de leur demander de statuer en ce domaine. Le garde des Sceaux, lors de l'instruction du dossier, comme le président de la République, au moment de la décision, peuvent évidemment consulter les associations de victimes sans qu'il soit besoin de les faire rentrer dans cette structure. Cela étant, quelle que soit la décision du président de la République sur ce point, je ne vois pas comment il serait possible de la critiquer. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Oui. Non, mais je vais être très rapide. D'ailleurs, c'est plutôt une interpellation qui vous concerne, Monsieur le Président. Ce que je constate quand même, c'est que au cours de ces auditions, hormis Monsieur Lamanda, aucun des intervenants sur cette question du CSM, qui est venu devant notre commission, n'a soutenu le projet en l'état. Vous pouvez reprendre tous les intervenants, les professeurs de droit, magistrats, les associations de magistrats, etc. Bon. Donc je trouve que c'est quand même extrêmement inquiétant, parce que qu'une réforme de cette importance ne recueille pas un minimum de consensus me paraît poser problème. Donc cette appellation vis-à-vis de vous, président de la commission des lois, c'est quand même peut-être d'essayer quand même d'avancer et de modifier un certain nombre de choses de façon à quand même que cette réforme soit j'allais dire, un minimum soutenu, quoi. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'en termine, excusez-moi, je vais très très bref, Monsieur Nadal. Bon, on a pu constater que l'unité de corps faisait pas forcément l'unité de vue entre vous et Monsieur Lamanda. Et deuxième chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec la plupart des choses que vous avez dites et votre architecture. Le seul désaccord que je voudrais exprimer, c'est que je pense que le président du CSM, dès lors que le président de la Cour de cassation préside la formation du siège, que le procureur de la Cour de cassation préside la formation du parquet, ne doit pas être un magistrat. Je pense que, y compris symboliquement, le président de la commission plénière ne doit pas être un magistrat. Enfin, voilà, c'est un désaccord dans l'architecture rêvée que nous pourrions avoir, mais je ne suis pas certain que nous soyons dans cette configuration. Je pense qu'il faut dissocier les choses. Nous allons débattre dans les jours à venir. Merci, Monsieur le procureur général. Bien, je vous remercie. Je me sens frustré parce que je m'attendais à ce que vous me posiez d'autres questions. J'ajouterai, si vous permettez,
une chose qui me paraît essentielle, après 41 années au service du parquet de mon pays, de la base au sommet. Aujourd'hui, il faut bien se mettre dans la tête que tout ce qui est suspicion doit sortir des systémiques institutionnels, que ce soit le corporatisme ou le soupçon de politisation. La place, pour que la justice retrouve sa place dans l'État, qu'elle soit respectée, qu'elle force le respect, c'est le professionnalisme, c'est la compétence. Ce n'est que par là que nous serons une institution qui fera que nous ne serons pas basculés et discrédités au fil de secousses qui font partie du quotidien d'une institution qui, par nature, fragilise le citoyen, qui n'a souvent pas gain de cause devant nous, donc qui porte la critique au fin fond de lui-même. Que cette réforme soit l'occasion de dépouiller radicalement tout ce qui est corporatisme, politisation, place à la compétence, place au professionnalisme. Et je dirais un mot. J'étais lundi dernier à un grand débat à l'ENM. La justice de demain, c'est l'École nationale de la magistrature. Là aussi, il faudra trouver, pour que la justice de demain dans ce pays puisse répondre aux grandes exigences européennes et le phénomène de la mondialisation du droit, une autre manière de fonctionner, une autre manière d'appréhender la formation, afin que vraiment les magistrats dans ce pays soient des grands dignitaires de l'État qui servent la cause la plus exceptionnelle qu'il y a dans une démocratie, le service public de la justice. Merci beaucoup, Monsieur le Procureur Général. Il va parler devant Salvine.